Allô tout le monde, présentement on est au cœur de l'Islande et je me lance dans un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, c'est-à-dire aborder les changements climatiques. Puis pourquoi on va parler de ça en Islande? Bien parce que c'est quand même un modèle assez intéressant. Voici ce qu'on va aborder dans cette vidéo-là. Premièrement, petit aperçu de la fonte des glaciers. C'est vraiment un signe visible du réchauffement climatique ici. Il y a des défis géographiques dus au fait que le pays est une île aussi. Les mesures environnementales mises en place en Islande, le pays est très avancé à ce niveau-là et ça pourrait nous inspirer au Canada. Puis on va finir par analyser la gestion de l'eau ici au pays parce que c'est pas pire pantoute. L'Islande vit des enjeux qui sont communs aux nôtres. C'est aussi une région qui est dans une partie particulière de la planète, notamment en ce qui touche à l'océan et aux changements climatiques qui affectent l'océan. Donc, la communauté scientifique québécoise entretient plusieurs liens avec la communauté islandaise. OK, lui que vous venez d'entendre, c'est Jean-Éric Tremblay. C'est un chercheur du Centre d'études nordiques à l'Université Laval. Puis je lui ai parlé avant mon départ. C'était quand même intéressant parce que le professeur Tremblay est allé à plusieurs reprises en Islande. Il m'a aiguillé sur les enjeux là-bas. Puis il connaît vraiment les spécificités liées aux pays nordiques. Et là, même si je suis sur un autre continent, vous allez voir que le Canada a quand même beaucoup de points en commun avec l'Islande. C'est pas si fou de se comparer à eux, là. En fait, si je lis ici, le gouvernement canadien dit entretenir des relations assez solides, durables, fondées sur des liens interpersonnels profonds et des valeurs communes avec l'Islande. C'est pas peu dire quand même. Ça sous-entend une étroite coopération, entre autres dans le domaine de la protection du climat et de l'environnement. Mais on est parti de Québec parce que l'aéroport de Québec est fier partenaire de tous les Alexplore. Et en plus, on vient de se stationner pour vraiment pas cher, là, genre 71 $ pour la semaine. OK? Ça, c'est grâce à mon autre partenaire des Alexplore, Voyage 737. Quand vous réservez avec eux puis vous prenez un départ de Québec, bien, vous pouvez stationner votre véhicule pour 8 jours pour moins de 10 $ par jour. C'est quand même sa coche. Puis, à partir de Québec, moi, j'ai tout le temps adoré, OK? On est arrivé ici, ça a pris 10 minutes de passer à la sécurité. On a eu le temps de magasiner des lunettes, de manger, de chiller. Il y a tout le temps de la place en plus pour s'asseoir. Tu sais, dans les autres aéroports, d'habitude, c'est jam-pack. Pas ici! Merci, Aéroport de Québec et Voyage 737. Wouh! OK, on commence par parler des glaciers ensemble. Je me suis changée parce qu'il fait un petit peu froid. Je vous surprendrai pas, mais on va quand même mettre quelque chose au clair. La fonte des glaciers, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique qui est accélérée par l'activité humaine. L'Islande est aux premières loges de tout ça. Ça le dit dans le nom, hein? Islande, la terre de glace. C'est le pays en Europe avec le plus de glace sur son territoire parce qu'un dixième de l'Islande est couvert de glace. Une des particularités des glaciers de l'Islande, c'est qu'ils sont très variés, mais aussi accessibles. Donc, ça devient quand même relativement plus facile qu'ailleurs de pouvoir étudier les impacts des changements climatiques sur ces glaciers-là. D'ailleurs, c'est en Islande que le premier glacier est décédé. Il s'agit du Öksjökull. Il a été déclaré mort en 2014. Vous pouvez voir ces images satellites de la NASA du glacier pour voir à quoi ça ressemblait vu du ciel en 1986 versus en 2019. Des anthropologistes ont même fait des funérailles pour ce glacier et sur la plaque qui a été installée sur le sommet, on peut lire que dans les 200 prochaines années, on prévoit que tous les glaciers de l'Islande vont vivre le même sort. OK, je vais vous présenter cet outil-là qui a été mis sur pied en 2024 en collaboration avec l'Université Rice, l'Université de l'Islande et aussi l'UNESCO. Ça s'appelle le Global Glacier Casualty List. C'est une plateforme qui permet de visualiser des données sur les glaciers disparus ou en voie de disparition. On peut le voir, le Öksjökull, sur la carte et aussi un glacier au Canada. Il s'agit d'un glacier au Nunavut. On peut lire qu'il est en danger critique d'extinction et que les projections indiquent qu'il va disparaître d'ici 2050. Il y a une étude qui a été publiée en février dernier dans le magazine Nature qui révélait que l'Ouest canadien et les États-Unis ont perdu environ 23 % de leur volume total de glace entre 2000 et 2023. Quand un glacier disparaît, ça a énormément d'impact et je veux vous en illustrer quelques-uns. Premièrement, ça crée une augmentation du niveau de la mer qui peut conduire à des inondations, puis même à avoir des villes entières complètement submergées. Et ça, si ça arrive, ça fait que les populations locales perdent leur territoire et doivent migrer en masse. Même chose pour les différentes espèces. Il y a des espèces dont l'écosystème est affecté et qui sont mises en péril. Par exemple, les manchots et les ours polaires qui sont déjà affectés. Il y a aussi le fait que la fonte du pergélisol libère des gaz rares comme le méthane dans l'atmosphère et ça, c'est polluant.
Ça affecte aussi les réserves d'eau douce parce qu'avec la fonte des glaciers, on vient carrément mélanger de l'eau douce à de l'eau salée, ce qui appauvrit les réserves mondiales. Et finalement, ça vient jouer dans les courants océaniques et ça a un gros impact sur les températures dans le monde. Un exemple assez frappant, c'est celui du glacier Lenjokulh, qui est quand même assez près de Reykjavik, environ à 1h30 d'auto. D'ici 100 ans, les experts prédisent que Lenjokulh sera probablement complètement fondu. Déjà, depuis 150 ans, le volume de glace est passé de 248 à 170 km². Et chaque année, l'épaisseur de la glace du Lenjokulh réduit d'environ 1 mètre. Donc la fonte des glaciers, c'est ultra visible ici en Islande. Bon, je sais que tout ça, c'est pas nécessairement réjouissant quand on parle de la fonte des glaciers et tout, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Islande est vraiment en mode solution quand on parle de changement climatique. Les sources hydrothermales, évidemment, viennent aussi beaucoup affecter le paysage. On voit beaucoup de fumée qui s'échappe de ces endroits-là, de vapeur d'eau. Parfois, dans certains cas, c'est très coloré, donc c'est vraiment spectaculaire. Donc, c'est une nature qui est absolument extraordinaire et on voit de tout. On a l'océan, on a les glaciers, on a les sources hydrothermales. Donc, c'est vraiment un pays magnifique. Cet article-là, dans Perspective Monde, explique pourquoi l'Islande, c'est vraiment un leader en énergie renouvelable. 100% de l'électricité ici au pays est produite grâce à la géothermie puis l'hydroélectricité. Des tuyaux comme ça, là, on en voit tout plein à travers le pays. Le pays a fait la transition des énergies fossiles aux énergies vertes dans les années 1970. Mais il faut dire que la localisation où se trouve l'Islande dans le monde, ça aide quand même le pays. Premièrement, il y a de nombreuses précipitations ici. Les glaciers sont la source de nombreuses rivières avec des chutes d'eau et des débits importants. Son potentiel géothermique de l'Islande, il est dû à sa situation géographique. En effet, l'Islande est située au milieu de l'Atlantique sur la fracture des plaques tectoniques américaines et eurasiennes. Et c'est aussi une zone volcanique très active. Cette énergie-là est surtout utilisée pour le chauffage, mais aussi pour chauffer les serres et produire de l'électricité grâce à des centrales. En plus, la population ici, elle est minuscule. On parle d'environ 400 000 habitants. Oui, il y a beaucoup de touristes, mais on peut s'imaginer que c'est plus facile de fournir l'électricité à 400 000 habitants à tous les jours que plus de 40 millions Canadiens. La géothermie est quelque chose qui est très développé en Islande. Évidemment, ils ont accès à des sources thermales beaucoup plus facilement que nous. Donc, si on veut faire la même chose ici, en général, il faut aller puiser la chaleur beaucoup plus profondément. Donc, l'Islande a vraiment développé toute une expertise pour ce qui est de la géothermie. Donc, pour produire de l'énergie, aussi pour chauffer, mais à des fins récréo-touristiques aussi. Donc, il y a vraiment tout un développement qui se fait de ce côté-là en Islande, qui, pour nous, peut être très instructif là, dans certaines des démarches qu'on entreprend dans le Nord pour passer d'une énergie qui repose essentiellement sur le diesel là, vers des sources renouvelables. Au Canada, on ne produit pas d'énergie géothermique pour l'instant, mais on a des ressources. Je pense notamment à la Colombie-Britannique. Dans les territoires du Nord-Ouest aussi, au Yukon, puis il y a également en Alberta. Et là, je sors mon iPad parce que Ressources naturelles Canada indique qu'à l'heure actuelle, plusieurs projets de production de chaleur et d'électricité sont en cours d'élaboration. Donc, à suivre. Si on est pour faire une vidéo complète sur les changements climatiques puis sur ce qui se passe en Islande, il faut quand même parler de tourisme durable. Le surtourisme, c'est vraiment quelque chose qui inquiète non seulement le gouvernement depuis plusieurs années, mais aussi les habitants d'ici. L'Islande, c'est une destination qui attire non seulement les très grands fans de plein air, mais aussi les fans de spa en nature, ceux qui veulent juste venir relaxer ici puis regarder les paysages. Vous connaissez sûrement le Blue Lagoon? On est allé hier. Le Blue Lagoon, c'est un immense spa géothermique célèbre à l'international qui s'étend sur des kilomètres. C'est vraiment énorme. Il a même été classé parmi les 25 merveilles du monde par le National Geographic en 2012. En 2010, l'Islande était encore relativement bien cachée. C'est un secret bien gardé comme destination. On parlait d'environ 460 000 visiteurs annuellement. Puis ça n'a pas très fait long feu parce que 8 ans plus tard, en 2018, on parlait de 2,3 millions de touristes. Puis ça a augmenté. Bon, les chiffres ont été un peu dilués avec la pandémie, mais vraiment, le pays vit avec l'enjeu de surtourisme actuellement. Puis justement, à la suite de ces chiffres-là qui sont sortis en 2018, on a déclaré que le surtourisme représente une menace réelle à la fois socialement et environnementalement.
C'est une île qui est très sujette à un afflux touristique vraiment très, très important à chaque année. Donc, c'est la source de revenus principale de l'île maintenant. Mais durant l'été, les mois d'été, il va y avoir beaucoup plus de touristes que d'habitants sur l'île. Donc, évidemment, il faut gérer tout ça. Donc, il y a évidemment des considérations sur la gestion des déchets, les infrastructures de transport et l'alimentation. Donc, il faut, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui sont produites directement en Islande, mais ce n'est pas l'endroit, disons, où il y a le plus de champs agricoles disponibles. Donc, il faut importer beaucoup de choses et l'afflux de touristes fait que cette importation-là doit être encore plus importante là, pour pouvoir nourrir tout ce monde-là. Si vous voyagez en Islande, je vous encourage à prendre des décisions qui sont quand même responsables. Comme nous, par exemple, on prend une voiture, évidemment, juste si c'est vraiment nécessaire. On a pris une petite hybride. C'est sûr que pour voyager ici, ça prend une voiture, mais il y a des bornes pour recharger les véhicules pratiquement partout, puis ben, ça peut faire partie des choix quand même responsables à prendre. Il faut dire qu'en réaction à la hausse du surtourisme, ben, le gouvernement a mis plusieurs mesures en place. Regardez, l'Agence environnementale d'Islande a analysé les conditions de certaines zones protégées, puis en 2018, elle a conclu que 5 zones étaient en grand danger de dégradation à cause des impacts du tourisme et que 15 endroits étaient menacés. Et là, en 2015, il y a cette initiative-là qui a été lancée, qui s'appelle Roadmap for Icelandic Tourism. Il y a une partie du document qui est vraiment destinée à la conservation de la nature, parce que c'est l'attrait touristique principal. Dans le document que je vous parle, on peut lire que si certaines zones sont compromises, le trafic touristique devrait être contrôlé pour protéger la nature. Si on va sur le site Visit Iceland, qui est conçu vraiment pour les touristes, ben, il y a plusieurs recommandations. Par exemple, emprunter les transports publics ou louer un véhicule électrique ou hybride comme nous, voyager hors saison, comme on fait en ce moment. Ça dit d'éviter le camping sauvage, puis aussi boire l'eau du robinet. La Kranavatn. En parlant de l'eau, je prends la balle au bon pour qu'on parle de cette fameuse gestion de l'eau potable en Islande. Kranavatn. Parce qu'une autre préoccupation de l'Islande, point de vue environnemental, ben, c'est la gestion de l'eau potable. Je vais vous parler de cette initiative-là de l'Office national du tourisme islandais que j'ai trouvée très intéressante. Bon, là, tout ça, ça a été fait pour notamment encourager l'écotourisme, mais aussi réduire l'usage des bouteilles d'eau en plastique. OK? Le but, c'est de créer une image de marque pour que les gens aient comme un genre d'engouement à boire cette eau-là, puis mettre de l'avant les avantages de boire l'eau potable publique. C'est ça la fameuse Kranavatn. Regardez la campagne publique qu'ils ont faite. And here's the best thing. Kranavatn is available everywhere in Iceland. For free. Drink responsibly and take the Kranavatn challenge. Mais là, c'est ça qui devient intéressant. Est-ce qu'au Canada, on pourrait s'en inspirer de cette façon-là de faire? Parce que là, si on regarde sur cette map-là, Our World in Data, on peut voir que le Canada et l'Islande, ce sont deux pays qui ont les plus grandes ressources d'eau potable. C'est un privilège qu'on partage et je pense qu'on pourrait aussi partager cette vision-là de rendre l'eau potable publique cool. Vous en pensez quoi? C'est aussi un pays qui dépend étroitement de l'eau qui est acheminée par les glaciers. Donc, évidemment, la fonte des glaciers va altérer cette disponibilité en eau-là. Donc, il y a vraiment, au niveau de la gestion de l'eau, beaucoup d'avancées qui sont faites en Islande. En parlant d'eau, OK, l'Islande est une île, l'Islande est entourée d'eau. Restez avec moi, c'est le dernier sujet que je veux aborder dans cette vidéo-là. Il y en a des choses à dire quand on parle de changement climatique en Islande, OK? Là, à cause de cette particularité du fait que l'Islande est une île, ben la santé de l'océan, c'est vraiment, vraiment important. Selon The Arctic Institute, l'Islande accorde une très grande importance au maintien de la santé de l'océan et à la garantie d'une utilisation durable de l'océan, l'un des secteurs clés de l'économie islandaise. Parce que c'est clair, île rime avec la pêche et aussi le fait de s'approvisionner par bateau. Et là, je sors mes données. L'industrie de la pêche emploie en Islande 7500 personnes, soit près de 4 de la population active. Elle compte pour 8 du PIB directement et 25 indirectement. En plus, l'Islande pêche 1,3 de la capture mondiale.
L'Islande a vraiment dépendu, mais dépend encore peut-être pour environ 12% de son économie des pêcheries qui sont autour du territoire. Donc, évidemment, il faut bien gérer ces pêcheries-là. Donc, la gestion de ça en Islande est quand même relativement bien faite et peut être une source d'inspiration pour plusieurs pays. Et évidemment, l'Islande est aux prises aussi à cause du réchauffement des eaux côtières avec des changements dans l'abondance et la nature des ressources qui peuvent être récoltées dans la mer. Donc, oui, je dirais qu'on a quelques exemples à tirer de l'Islande à ce chapitre. Comme c'est un secteur très important pour l'économie, on veut s'assurer qu'il soit durable. Il y a plein d'organisations qui ont un rôle à jouer pour assurer des pratiques responsables en termes de pêche. Chaque année, l'Institut islandais de recherche océanique fait de la recherche scientifique, puis le Conseil international pour l'exploration de la mer fait des recommandations. La direction des pêches assure le respect du système puis établit le suivi des captures. Donc, vous voyez qu'il y a tout plein de gens qui ont des rôles à jouer pour s'assurer qu'on garde le tout bien en santé. Et je pense pas que je vous apprends grand-chose, mais le réchauffement climatique a clairement un rôle à jouer dans le secteur des pêcheries. L'ONU prévoit que ça entraîne des modifications dans la disponibilité et le commerce des produits de la pêche avec des conséquences géopolitiques et économiques importantes. Puis au Canada, on y échappe pas à ça parce que l'industrie de la pêche, c'est aussi un secteur économique important. Pas autant que l'Islande, mais quand même. En 2018, les activités liées au secteur maritime représentaient 1,6 % de l'emploi total des estimations du PIB au pays. Puis déjà, au Canada, on constate les impacts des changements climatiques sur les océans, surtout liés à la hausse des températures et aussi à l'acidification de l'eau. Bref, il faut comprendre qu'on a quand même des similitudes avec l'Islande. Le fait d'être entouré d'océans, d'être tous les deux dans l'hémisphère nord, puis aussi d'avoir une bonne industrie de la pêche. Jean-Éric Tremblay me disait que le fait qu'on a vraiment des trucs similaires entre les deux pays, ça fait en sorte qu'on veut animer une certaine collaboration de recherche scientifique entre le Canada et l'Islande. Derrière vous, vous voyez le bâtiment en construction pour l'Institut nordique du Québec, donc qui va rassembler de nombreux chercheurs de l'Université Laval, mais qui veut être aussi un pavillon d'accueil pour l'ensemble de la communauté de recherche nordique et arctique québécoise, mais aussi pour nos visiteurs internationaux qui nous rendent visite à l'occasion de congrès, mais qui viennent aussi, comme des chercheurs islandais et d'un peu partout sur la planète, venir faire du travail au Québec et dans notre territoire nordique. Donc, on va pouvoir ici les accueillir puis les aider, en fait, à faire les expéditions conjointement avec nous. Qu'est-ce qui va se faire concrètement dans ce pavillon-là, là? Il va y avoir un espace, en fait, d'accueil. Donc, quand on entre, il va y avoir un espace pour sensibiliser le public aux réalités du Nord et de l'Arctique. Il va y avoir une salle multifonction pour organiser des rencontres internationales, différents événements. Ensuite, toute une ère de préparation des expéditions dans le Nord. Donc, on fait beaucoup d'expéditions, soit terrestres, en forêt, sur des lacs, dans la toundra, ou marines, à bord notamment du brise-glace CCGS Amundsen de la garde côtière. Et donc, on a besoin d'infrastructures pour préparer l'ensemble de ces expéditions-là, c'est-à-dire développer différents appareils qu'on utilise, préparer tout le matériel qui va être expédié dans le Nord. Ça peut inclure des stations météo, différents engins d'échantillonnage, puis faire l'expédition de tout ce matériel-là. Donc, on va vraiment avoir un espace intégré qui va pouvoir gérer tout ça. La recherche va donc continuer à se faire au cours des prochaines années parce que les chercheurs se posent encore plusieurs questions sur, oui, le réchauffement climatique, mais sur l'atmosphère, sur également le réchauffement de l'eau, les océans, sur le déplacement des espèces aussi vers le nord. Bref, tout plein de sujets pour les chercheurs qui concernent autant le Canada que l'Islande. Je pense que ça va pas chômer dans ce centre de recherche-là et qui sait, peut-être qu'Alexplique va continuer à couvrir des enjeux qui concernent les changements climatiques. Je ne sais pas à quel point ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez voir les autres vidéos dans le Alexplore Islande, elles sont juste ici. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que c'est ce qui me permet de faire du contenu aussi cool à l'international. Puis j'ai vraiment le goût de continuer à en faire tout plein des Alexplore.